Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel exercice. Donc, on va être la deuxième partie d'une série de 3 vidéos. Donc là, ça va être un exercice sur LM. Okay, donc, dans la première partie, on avait corrigé donc un ensemble de questions sur la partie IS, la LM. Et donc, il y aura la troisième partie sur une vidéo donc sur l'équilibre IS-LM. Et on reprendra évidemment les mêmes fonctions IS, les mêmes fonctions LM. Vous comprenez, hein, c'est une série, c'est une suite de vidéos, donc c'est une suite logique, on va dire, d'exercices. Hein, okay. Donc comme d'habitude, hein, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo. Hein. Je pense que j'ai plus vraiment besoin de vous le dire. Bon, écoutez, vous lisez tranquillement l'énoncé, mettez sur pause, hein, comme ça vous vous imprégnez bien, etc. Je ne vais pas relire l'énoncé, hein, moi ce qui m'intéresse ce sont les équations. Donc on vous dit en fait que le marché de la monnaie donc, est donné donc, par une offre de monnaie qui est exogène, c'est-à-dire en fait une offre de monnaie qui est fixée, okay, qui ne dépend pas d'une variable, c'est un montant qui est donné. Et par contre, d'une demande de monnaie, souvent plus difficile à comprendre, mais c'est la première question, 0,3y moins 3000i plus 500. Et donc la première chose qu'on vous demande, c'est d'expliquer la forme de la fonction de demande de monnaie. Alors vous avez vu déjà que la demande de monnaie, elle dépend de deux variables, de y et de i. Ok, donc on va l'écrire comme ça. Hein, donc, la demande de monnaie, c'est une fonction de y et de i. C'est une fonction, donc qui dépend positivement de y, puisque vous voyez bien que si y augmente, la demande de monnaie va augmenter, puisque le coefficient ici 0,3 est positif. Okay. Alors souvent on le note comme ça en macroéconomie. Donc hop, on met un plus au-dessus pour dire en fait donc quand y augmente, la demande de monnaie augmente. Je vais bien sûr expliquer hein, pourquoi. Et puis, la demande de monnaie dépend donc d'une autre variable qui est le taux d'intérêt, petit i. Et là, on voit que le coefficient qui est devant, ici, est négatif. Ça veut dire ici donc qu'il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie. Autrement dit, lorsque le taux d'intérêt va augmenter, la demande de monnaie va diminuer. Okay. Et ça, c'est une demande de monnaie qu'on pourrait appeler incompressible, indépendante des variables. Ça va pour ça? Alors la question c'est de justifier ça. Pourquoi quand y augmente, la demande de monnaie augmente? Pourquoi quand le taux d'intérêt augmente, la demande de monnaie diminue? Alors lorsqu'on s'intéresse à la relation qu'il y a entre y et la demande de monnaie, on appelle ça le motif de transaction. C'est-à-dire qu'on demande de la monnaie pour motif de transaction. C'est extrêmement logique. Si votre revenu augmente, notons-le R, si le revenu augmente, bah, vous allez certainement vous allez consommer plus. On est dans de la macroéconomie keynésienne. Ne l'oubliez jamais. Hein. C'est pour ceux qui diraient, bah non, moi, si mon revenu augmente, je vais peut-être épargner plus. Oui, mais là, on est chez Keynes. ISLM, c'est keynésien. Bon. Donc, si votre revenu augmente, votre consommation augmente. Et donc, tout simplement, vous avez besoin de plus de liquidité. Parce que si vous voulez acheter plus, il vous faut plus de monnaie. Donc, vous allez demander plus de monnaie. Vous allez demander plus de liquidité. Ouais. Ça, c'est l'explication de ce qu'on appelle le motif de transaction, qui est très facile à comprendre. Celui-ci, on appelle ça le motif de spéculation. Il n'est pas plus difficile à comprendre, enfin, un petit peu, parce qu'on est sur les marchés financiers, donc c'est toujours un petit peu plus technique. Donc, on peut demander de la monnaie pour ce que Keynes appelle le motif de spéculation. Quelle est l'idée? Donc là, je vais devoir prendre un petit peu plus de temps pour vous l'expliquer. Alors, je vais essayer d'être le plus simple possible, le plus vulgarisateur possible. Il y a d'autres manières de l'expliquer, mais moi, j'ai toujours bien aimé cette explication, et puis elle correspond parfaitement à la réalité des marchés financiers. Bien sûr, selon certaines proportions. Là, je vous donne le côté schématique. Hein. Okay, je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça sur les marchés financiers, qui sont bien souvent imprévisibles. D'ailleurs. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que si votre taux d'intérêt augmente, ce qu'on appelle, on va les appeler les investisseurs. Okay, donc on est sur les marchés financiers. Hein, là, donc vous imaginez les actions, les obligations, la bourse. Okay, pour ceux qui ne comprennent pas trop cette idée-là, imaginez-vous, on est sur la bourse. Là, hein. Les taux d'intérêt augmentent. Que vont anticiper les investisseurs? Une diminution. Parce que sur les marchés financiers, rien n'augmente à l'infini.
ou dans des cas extrêmement rares. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va anticiper, donc ça c'est le petit a, ça veut dire anticiper, donc le taux d'intérêt anticipé va diminuer. On va anticiper une diminution à un moment donné et le taux d'intérêt va bien finir par baisser. Mais si le taux d'intérêt va finir par baisser, ça veut dire que le cours des titres anticipés, puisqu'on est sur de l'anticipation, hein, Keynes insiste bien sur cette idée d'anticipation sur les marchés, va augmenter. Pourquoi? Parce que ça, vous devez savoir qu'il y a toujours une relation inverse entre le taux d'intérêt et le cours des titres. Bon, je pourrais faire une vidéo pour vous l'expliquer, mais retenez-le. Là, on est dans un exercice voilà, de macroéconomie sur LM. Donc, retenez-le que lorsque les taux d'intérêt baissent, le cours des titres, donc actions, obligations, va augmenter. Mais du coup, si vous anticipez une augmentation du cours des titres, le cours c'est la valeur, hein, les titres vont prendre plus de valeur. Si vous anticipez, vous dites, ah, la valeur des titres va augmenter. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Aujourd'hui, hein, je parle. Ben, vous allez acheter des titres. Parce que vous savez que leur valeur va augmenter. Mais si vous achetez des titres, ben, vous n'avez plus besoin de liquidité. Ok? Puisqu'en fait, vous achetez quelque chose. Et donc, comme vous avez besoin de moins de liquidité, la demande de monnaie diminue. Et donc, on voit qu'il y a bien une relation inverse entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie. Bien sûr, tout ça dépend de la proportion de ce qu'on appelle les haussiers et les baissiers. C'est-à-dire ceux qui anticipent une hausse et ceux qui anticipent une baisse. C'est pour ça que je dis, ça c'est très schématique, ce n'est pas toujours la réalité. Mais on est dans de la théorie. Le modèle ISLM est un modèle théorique. Il ne cherche pas à décrire, d'ailleurs, il est loin de décrire la réalité économique. Bref. Ok? Je ne suis pas là pour critiquer le modèle, mais bon, j'y crois pas du tout à ce modèle. Ça va pour ça? Voilà, donc là, on a expliqué la forme de la demande de monnaie. Une relation positive avec le revenu, une relation négative avec le taux d'intérêt, j'ai donné les explications. Le marché de la monnaie est plus technique hein, que le marché des biens et des services. C'est normal, hein, c'est forcément dès qu'on touche au marché financier, c'est compliqué. Alors, deuxième question, on vous demande de déterminer mathématiquement et ensuite de représenter graphiquement l'équilibre sur le marché de la monnaie. Et on suppose que Y vaut 500 et que l'offre de monnaie vaut 560. Bah, écoutez, l'équilibre sur le marché de la monnaie est donné par quoi? Est donné par l'égalité entre l'offre de monnaie et la demande de monnaie. Donc l'offre vaut 560, la demande vaut 0,3, on a dit que Y valait 500, donc moins 3000I plus 500. Et donc vous voyez que dans cette équation, vous avez une inconnue qui est petit i. Okay. Donc vous devez déterminer petit i, je vous fais confiance pour résoudre une équation du premier degré, et vous trouvez un petit i qui vaut 0,03. Ok? Alors graphiquement, donc attention, lorsque nous représentons le marché de la monnaie, nous mettons toujours donc, sur l'axe des abscisses la quantité de monnaie, l'offre et la demande, et le taux d'intérêt se trouve toujours en ordonnée. Faites attention s'il vous plaît à ça, c'est toujours comme ça. Alors on a dit que l'offre ne dépend jamais du taux d'intérêt. D'ailleurs la preuve c'est qu'on a donné la valeur. On a dit que l'offre valait 560. Donc on va prendre tout simplement 560 ici, et on va tracer une droite qui est parfaitement verticale. Et ça va représenter l'offre de monnaie. Pourquoi? Parce que comme l'offre ne dépend pas du taux d'intérêt, l'offre ne varie pas selon le taux d'intérêt. Par contre, la demande de monnaie, on a dit qu'il y avait une relation négative. Alors vous pouvez vous amuser à prendre des, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à prendre des points, à faire un tableau de valeur, quoi, pour être précis. On va le représenter schématiquement, c'est le plus important. Ok, on a une droite on a une droite. Voilà. Bon, je suis pas très droit, c'est pas grave. Et donc là, on a la demande de monnaie. Et donc du coup, on a bien une intersection. Et cette intersection nous donne bien l'équilibre donc sur le marché de la monnaie avec un taux d'intérêt. Donc on a dit qu'il vaut 0,03. Okay, je vais garder le vert dans ma main aussi. Donc ça j'ai 3 couleurs.
Ça va pour ça? Alors, déterminer l'équation de LM. Alors, il faut savoir donc que LM se trace graphiquement dans un repère où nous mettons le revenu en abscisse et le taux d'intérêt en ordonnée. Autrement dit, l'équation LM, c'est une relation qui existe entre le revenu et le taux d'intérêt. Mais pour déterminer cette relation, on part de l'équilibre du marché de la monnaie. Okay. Alors on nous dit donc déterminer l'équation de LM, on continuera donc à supposer que M bar vaut 560. Donc partons de l'équilibre du marché de la monnaie, donc l'offre 560 est égale à la demande, donc 0,3Y moins 3000I plus 500. Et vous voyez qu'ici nous avons du coup maintenant deux variables, on a Y et on a I. Mais c'est normal, puisque je cherche à exprimer l'une en fonction de l'autre. Parce que si vous voulez une relation entre I et Y, il faut exprimer l'une en fonction de l'autre, mathématiquement. Alors là, c'est au choix, en fait. C'est pas très grave si vous exprimez soit Y comme une fonction de I, soit I comme une fonction de Y. Sincèrement, c'est pas très grave. Vous allez me dire, bah oui, mais normalement, on exprime toujours l'ordonnée comme une fonction de l'abscisse. Vous avez raison. C'est vrai qu'une fonction, c'est toujours l'ordonnée qui dépend de l'abscisse. Mais en macroéconomie, ça n'a vraiment pas une très grande importance ça n'a pas une très grande importance, mais on va quand même faire les choses dans les règles de l'art. On va bien exprimer I en fonction de Y. Okay, on va choisir donc cette option, hein, I en fonction de Y. Bah écoutez, je ne pense pas que ce soit très compliqué. Donc faites passer le moins 3000I à gauche, vous aurez 3000I. Le 0,3Y ne bouge pas, le 500 ne bouge pas, et le 560 va devenir moins 560. Donc vous aurez 3000I égale 0,3Y moins 60. Ouais. Et donc en divisant par 3000, donc vous aurez I égale donc 0,3 divisé par 3000, alors attention c'est tout petit, ça fait 0,0001Y moins 0,02. Et ça, c'est ce que nous appelons l'équation LM. C'est-à-dire que c'est une équation qui me donne bien la relation entre le taux d'intérêt et le revenu. Autrement dit, en fonction des valeurs de Y, je ne sais pas, on peut supposer que, vous voyez, on pourrait construire des tableaux de valeurs en prenant des différentes valeurs de Y, je ne sais pas moi, Y1, 2, 3, etc. Et en fonction de ces valeurs de Y, on pourrait déterminer la valeur des taux d'intérêt. Et en rejoignant les points, on aurait bien, plutôt comme ça, on aurait bien notre droite LM. Pourquoi c'est une droite, les amis? Pourquoi c'est une droite quand vous avez ça? Bah parce que ça, c'est une expression affine. Hein. AX plus B. Okay, où petit a, donc ce qu'on appelle le coefficient directeur, vaut 0,0001. Et où l'ordonnée à l'origine vaut moins 0,02. Okay, donc c'est pour ça que c'est une droite. Alors le problème, vous voyez, c'est que si je prends Y qui est égal à 0, le taux d'intérêt vaut moins 0,02. Mais, c'est-à-dire, en fait, le taux d'intérêt, il serait ici, hein, là, voilà, quelque part ici, par exemple. Enfin, ça dépend de l'échelle qu'on prend. Ici, encore une fois, je vais le représenter schématiquement. Mais bon, supposer que les taux d'intérêt sont négatifs, c'est un peu louche, non? Bah oui. Hein. Donc forcément, ça veut dire que LM ne va pas commencer vraiment en 0. Votre droite, elle va commencer, je ne sais pas, quelque part ici. Vous comprenez? Pour une valeur de Y pour laquelle I vaut 0. Et donc, comme c'est une droite, alors attention, est-ce que la pente est élevée? Alors, est-ce que la pente est élevée ou est-ce que la pente est plutôt faible de la droite LM? Bah, la pente, ah oui, je vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je détaille tout. La pente est représentée par le coefficient directeur. Ça, vous devez le savoir depuis la classe de seconde. Donc, la pente d'une droite, c'est son coefficient directeur. Le coefficient directeur, voici ce qu'il vaut. C'est élevé ou c'est faible, ça? C'est extrêmement faible. C'est infiniment faible. Alors du coup, ce sera plutôt horizontal ou plutôt vertical, LM? Ben, une pente qui est faible est représentée par une droite qui est plutôt, bien sûr, horizontale. Hein.
Donc plus c'est faible, plus une pente est faible, plus la droite est horizontale. Le problème, c'est que vous comprenez que là, normalement, ça serait quasiment presque superposé à Y. Donc, on va supposer que les valeurs de Y sont gigantesques. Parce que si on suppose que Y est très 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 grand, on aura des valeurs de I qui seront aussi quand même, qui commenceront à devenir un peu grandes. En gros, allez, faisons LM comme ça. Ok? Vous avez compris l'idée. C'est une pente qui est quand même relativement faible, hein, ça. Mais on va supposer un axe, voilà, pour des valeurs de Y qui sont immenses. Ouais. Alors, question 4. On suppose une augmentation de la masse monétaire. Alors déjà, vous devez savoir que la masse monétaire, c'est un synonyme d'offre de monnaie. Autrement dit, la masse monétaire, c'est rien d'autre que M bar lui-même. Donc il passe de 560 à 600. Donc M bar est égal à 600. Quel est l'impact, tout simplement, sur le marché de la monnaie et sur LM? Et bien sûr, on suppose que Y reste égal à 500. En tout cas pour la première partie de la question. Bon, bah écoutez, allez, égalisons. Donc on aura 600 égale donc 0,3 fois 500 moins 3000i plus 500. Vous résolvez cette équation du premier degré et vous allez trouver un taux d'intérêt de 0,017. Je vous rappelle que le premier taux qu'on avait trouvé, c'était 0,03. Oui. Autrement dit, eh bien oui, le taux d'intérêt a bien diminué. Donc graphiquement, ce qui va se passer, donc je vais représenter la première situation. Donc avec 560. Hein. Ok. Et là, donc on a dit que M bar passait à 600. Donc si M bar passe à 600, on va supposer que, je ne sais pas, on est ici. Hop, donc M bar se déplace vers la droite. Et donc il est évident, mathématiquement et logiquement, vous voyez, donc ici donc, on a le premier taux d'intérêt qui vaut donc 0,03. Et donc vous voyez bien que, regardez, si M bar se déplace vers la droite, tout simplement parce qu'il augmente, et bien vous voyez bien qu'au niveau de l'intersection, le taux d'intérêt a diminué. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour l'équilibre sur le marché de la monnaie. Alors maintenant, sur l'équation LM et sur la droite LM, eh bien, déterminons la nouvelle équation de LM. Donc LM, donc on a 600, le nouveau M bar, 0,3Y moins 3000I plus 500. Vous exprimez I en fonction de Y, ça vous fera un bon entraînement, et vous devez trouver I égale toujours 0,001Y moins 1 trentième. Est-ce que la pente va changer de LM? Non, parce que la pente vaut toujours 0,0001, comme la question précédente. Qu'est-ce que ça implique lorsque la pente est la même, mais que bien sûr, l'ordonnée à l'origine, lui, a changé? Déjà, ça implique une chose, c'est que ça ne sera pas la même droite. La droite va bouger. Okay, donc, il est évident, l'implication de ça, c'est que LM va se déplacer. Et là, on peut être sûr d'une chose, c'est que le fait qu'on a augmenté la masse monétaire, donc que le taux d'intérêt a diminué, LM va forcément se déplacer vers la droite. Okay, retenez-le. Comme ça vous évite de faire les démonstrations mathématiques, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc, se déplace vers la droite, hein, car le taux d'intérêt a diminué suite à l'augmentation de M bar.
Hein, c'est ce qu'on a fait juste avant sur le marché de la monnaie. Donc votre LM, puisque la pente n'a pas bougé, donc on rappelle, donc on a Y en abscisse, I en ordonnée, on a LM qui est ici. Bon là j'ai fait une pente un petit peu plus élevée, mais c'est pour que voilà, vous compreniez le déplacement. Donc ça va se déplacer vers la droite, mais ça va se déplacer, la pente, on a dit la pente ne change pas. Donc ça va se déplacer vers la droite, et c'est là où il faut rajouter, de manière parallèle. Lorsque le coefficient directeur d'une équation ne change pas, la pente ne change pas. Donc si la droite est amenée à se déplacer, elle conservera la même pente. Et donc elle se déplacera naturellement de manière parallèle. Ok? Donc j'écris LM'. Ça va? Bien. Alors, dernière question. Oui, je suis assez cool aujourd'hui. Hein. Vous avez vu, je ne suis pas très dynamique. Mais je préfère. Comme ça, voilà, ça pèse. On a besoin de concentration quand même dans ce genre d'exercice. Supposons que le taux d'intérêt ne peut être inférieur à 1%. C'est tout à fait possible, hein, même dans la réalité, le taux d'intérêt ne peut pas être inférieur à 1%. Alors, je ne sais pas, moi, notons-le IM. Dans le sens, le M signifie minimum. Ouais, c'est un taux d'intérêt minimum. Minimal. Donc, 1%. IMIN. On vous demande de déterminer donc la valeur de Y qui correspond à ce IMIN, en supposant que M bar retrouve sa valeur initiale de 560. On vous demande de représenter la nouvelle droite LM. Comment appelle-t-on ce phénomène? Expliquez-le. Très intéressant ça. Je pense peut-être certains connaissent déjà le nom de ce phénomène, un taux d'intérêt minimal. Bon, on doit déterminer donc la valeur du revenu pour donc, ce taux d'intérêt minimal qui est donc de 1%. Bah, écoutez, donc reprenons l'équilibre donc sur le marché de la monnaie. Hein, commencez toujours par ça, c'est la base des bases. Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsque vous connaissez le nouvel équilibre sur le marché de la monnaie que vous pouvez connaître votre nouvelle LM. Donc commencez toujours avec l'équilibre sur le marché de la monnaie. Donc 560 égale 0,3Y moins 3000 fois I, donc fois 1%. Alors n'écrivez pas 1, hein. 1%, ça fait 0,01. Plus 500. Vous résolvez cette équation et vous trouvez Y égale 300. Qu'est-ce que ça signifie pour la droite LM? Alors là, je vais juste faire de manière... parce qu'en fait, comment dire? Après 1%, LM retrouve son équation normale. La première équation qu'on a déterminée là, dans la question 1, la question 2, là. Non, la question 3. On va y arriver. Ok? Puisque M bar vaut 560, donc voilà, on est dans la question 3. Donc, à partir d'1%, l'équation LM redevient la même que celle qu'on a connue dans la troisième question. Ok? Autrement dit, je vais la remonter quand même. Hein. Donc, LM n'a pas changé, hein. C'est toujours donc, I égale 0,001Y moins 0,02. Alors, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, regardez bien. Et après, je vais vous expliquer comment on appelle ce phénomène. Donc, le taux d'intérêt est minimum est de 1%. Donc, on est, je ne sais pas, on va dire ici. 0,01. Pour ce taux d'intérêt, nous avons un revenu qui vaut 300. Je ne sais pas moi, ici. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que jusque 300, le taux d'intérêt ne bougera pas. Hop, je fais une droite qui est parfaitement horizontale. Okay, donc jusque 300, le taux d'intérêt vaut 1%. Et à partir donc de 300, la droite LM retrouve son équation habituelle. Et donc on avait dit que c'était une pente qui était quand même plutôt faible, donc hop, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, voilà. Et vous avez vu que ce n'est pas la même droite LM qu'on a tracée dans les questions précédentes. Ce phénomène où LM comporte en fait une partie qui est horizontale, voilà, je pense que je n'ai pas besoin de l'écrire, hein, on le voit. Ce phénomène, on appelle ça la trappe à liquidité.
Okay, on appelle ça donc le phénomène de trappe à liquidité. Je vais vous expliquer. D'abord, je vais revenir sur l'explication, le lien entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie. Prenons donc, si vous avez compris la première question, vous allez comprendre celle-ci. Si le taux d'intérêt diminue, je vous avais dit que le taux d'intérêt anticipé va augmenter. Donc on va anticiper une augmentation du taux. Donc on va anticiper que le cours des titres, actions-obligations, va diminuer. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous savez que dans 6 mois, la valeur de vos actions allait diminuer? C'est quasiment, on va dire, c'est une évidence. Bah, vous allez les vendre aujourd'hui. Hein. Vous allez les vendre. Vous n'allez pas attendre que leur valeur baisse pour les vendre. Sauf que si vous les vendez, vous avez besoin de liquidité. Donc, vous avez besoin de liquidité. Vous allez vendre vos titres. Donc, vous allez récupérer cette valeur sous forme de liquidité. Et donc, c'est pour ça que la demande de monnaie va augmenter. On retrouve bien la relation inverse qu'il y a entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie. Ben ici, c'est un phénomène qui est très particulier et qui est extrêmement rare, hein, mais qui peut exister. D'ailleurs, de plus en plus de nos jours, avec les taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, surtout les taux d'intérêt bancaires. C'est que la trappe à liquidité nous dit que le taux d'intérêt est tellement bas, écoutez bien, le taux d'intérêt est tellement faible que la demande de monnaie est infinie. Vous avez vu là, quand le taux d'intérêt baisse, la demande de monnaie augmente. Mais là, c'est pire avec la trappe à liquidité. Parce que le taux d'intérêt est tellement faible qu'on ne peut anticiper qu'une augmentation très forte de la valeur des titres, et donc la demande de monnaie est considérée comme infinie. Ok, donc je vais l'écrire si vous voulez, on va faire une petite phrase. Donc, le taux d'intérêt est tellement faible que la demande de monnaie est infinie. Voilà, c'est ça la trappe à liquidité. Si vous avez compris la relation entre le taux d'intérêt et la demande de monnaie. Et donc, sur le marché de la monnaie, voici comment ça se représente, une trappe à liquidité. Donc, vous avez l'offre de monnaie qui est toujours parfaitement verticale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la demande de monnaie, donc c'est toujours décroissant, mais à un moment donné, donc pour un taux d'intérêt qui vaut 0,01, cette demande de monnaie, elle deviendra infinie. Pour le taux de 1%, regardez, la demande de monnaie, elle est infinie, elle est parfaitement horizontale. On dit aussi qu'elle est parfaitement élastique en mathématiques ou en macroéconomie. Là, je vais un petit peu plus loin que la question, pour ceux que ça intéresse. Regardez bien, si vous mettiez en place des politiques monétaires qui consistent à augmenter la masse monétaire, comme on l'a vu dans la question 4, donc M bar va se déplacer vers la droite. Imaginez-vous que vous faites des mesures comme ça à la longue. Voilà, vous augmentez de plus en plus la masse monétaire. Qu'est-ce qui se passe? Le taux d'intérêt ne diminue plus. Parce que l'intérêt d'une politique monétaire, c'est que, on l'a vu dans la question 4, c'est que le taux d'intérêt baisse. Et si le taux d'intérêt baisse, l'investissement va augmenter. Et si l'investissement augmente, le revenu va augmenter. Ben oui, mais la trappe à la liquidité nous dit qu'à partir d'un certain seuil, vous pouvez mettre en place toutes les politiques, bien sûr, il faut croire en cette théorie, hein, vous pouvez mettre en place toutes les politiques monétaires que vous voulez, et le taux d'intérêt ne bougera pas. En fait, en gros, vous allez créer de la monnaie pour rien. Voilà, c'est ça l'idée, hein, je dis, voilà, allons au but, hein, voilà, bon. Voilà, en fait, vous allez augmenter la masse monétaire, vous allez créer de la monnaie pour rien. Parce que la demande de monnaie est infinie. On pourrait presque dire que plus personne ne veut posséder de titres. Mais dans la réalité, je vous dis, c'est une situation qui est... Il y a je connais des économistes, des collègues qui considèrent que lors de la crise des subprimes, pas tout de suite, hein, mais quelques années après, lorsque les banques centrales avaient décidé de diminuer très fortement les taux d'intérêt, j'avais des collègues qui considéraient qu'on était dans une phase de trappe à liquidité. Bon, moi je ne suis pas chercheur, je suis juste enseignant, donc bon, pour moi, voilà, j'enseigne ce que c'est. Après, de savoir si on l'a dans la réalité ou pas, c'est pas vraiment... Enfin voilà, donc vous avez compris le concept. Bon, voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à commenter si vous avez des questions. Et puis donc je vous dis, on se retrouve, oui je bouge ma grosse tête, et puis donc on se retrouve très bientôt, ne vous inquiétez pas, pour de nouvelles vidéos, et bon courage à toutes et à tous.